Bienvenue dans le débat de France 24. Ce devait être une formalité, une compétition taillée sur mesure pour un seul homme, François Hollande, président en exercice, que tout le monde ou presque imaginait voilà quelques mois encore candidat à sa réélection. Oui, mais voilà, François Hollande a innové sous la Ve République en décidant de ne pas y aller, ouvrant du coup une zone de turbulence au sein du Parti socialiste et des partis qui lui restent encore fidèles au sein de la belle Alliance populaire. Ils seront 7 ce soir, comme à droite, voilà 2 mois, à s'affronter devant les caméras de télévision pour le premier débat de ces primaires consacré aux questions économiques et sociales, à la menace terroriste et enfin le sujet de la République, la laïcité et l'immigration. On va en parler avec nous autour de cette table. Elsa Di Meo, bonjour. Vous êtes porte-parole de Manuel Valls et secrétaire national du Parti socialiste. Philippe Baumel, vous êtes porte-parole d'Arnaud Montebourg, député de Saône-et-Loire comme lui. Jean Garrigue, vous êtes historien, spécialiste de politique française et vous êtes auteur d'Élysée Circus, une histoire cinglante des présidentielles aux éditions Taillandier. Enfin, Jérôme Sainte-Marie, politologue, vous êtes président de l'Institut de sondage Pollingvox. Le tirage au sort pour la disposition des candidats a donc désigné ce soir Benoît Hamon pour occuper une place centrale avec sur les ailes, comme on dit, Arnaud Montebourg et Sylvia Pinel aux extrémités. Et puis pour la parole, c'est Manuel Valls qui ouvrira le débat et l'écologiste François de Rugy qui les conclura. Jean Garrigue, les prises de parole ont été un peu modifiées par rapport à ce qu'on avait vu, notamment pour les débats de droite. C'est 1 minute 30, 30 secondes de plus que pour les candidats de la droite. Ça va jouer honnêtement sur le rythme par rapport à ce qu'on avait pu voir si on s'inspire encore une fois de ces 3 exercices de débat à droite. Écoutez, je ne pense pas que 30 secondes de plus change grand-chose à la donne. On s'est aperçu quand même que la première primaire de la gauche, celle d'il y a 5 ans, avait été très intéressante. Que la primaire de la droite aussi a été d'un bon niveau. Et moi, je crois qu'il faut s'attendre, contrairement à ce que disent un certain nombre de commentateurs, à un débat qui va être productif, fructueux, parce que je trouve que les idées qui sont agitées dans cette pré-campagne, en tout cas avant les débats de la primaire, sont des idées très intéressantes. Et j'allais dire qu'elles sont beaucoup plus porteuses, beaucoup plus prospectives, me semble-t-il, que celles de la droite. Intéressantes, mais est-ce qu'elles intéressent ? C'est-à-dire qu'on a vu ce débat à droite, effectivement, mobiliser énormément de monde. Il y a eu plus de 4 millions de votants à la primaire. Il y avait également devant leurs écrans pour le premier débat, celui de TF1, plus de 5,5 millions de téléspectateurs. Est-ce qu'il faut s'attendre ce soir à voir beaucoup de monde ? Alors, ce que nous disent en tout cas les sondages, mais là, Jérôme Sainte-Marie serait plus apte que moi à en parler, c'est que pour l'instant, l'intérêt des potentiels est assez fort, c'est-à-dire autour de 42-43% des Français qui se disent intéressés par le débat, 5% qui se disent prêts, enfin sûrs d'aller voter. Alors, il est vraisemblable qu'on ne va pas avoir un effet comme on l'a eu pour la primaire de la droite ou même pour la primaire de la gauche d'il y a 5 ans, tout simplement parce que la gauche, là, elle est dans une situation quand même très, très difficile. C'est la majorité sortante. C'est la majorité sortante. Et chose inédite depuis peut-être 1969, le candidat qui va sortir de cette primaire sera peut-être le 5e ou le 4e au moment du premier tour de l'élection présidentielle, parce qu'il y a quand même 2 candidats aux marges du Parti socialiste, il faut le dire, qui sont d'un côté Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et ça, c'est quand même un handicap majeur pour cette primaire. Ça veut dire, Jérôme Sainte-Marie, qu'il faut s'attendre peut-être à une moindre mobilisation, moindre que pour celle de la droite qui, on le rappelle, a mobilisé plus de 4 millions de votants, mais même celle du Parti socialiste qui, en 2011, avait rassemblé plus de 2 300 000 électeurs. Oui, 2 millions, je crois 2,6 millions au premier tour, 2,9 millions au second. C'est probable. Alors je serai, et c'est un sondeur qui parle, très prudent sur les sondages. Au fond, que nous auront appris les sondages qui avaient été réalisés avant la primaire de la droite, et là, on est dans le même cas de figure. Nous sommes dans un cas particulier, nous ne sommes pas dans une élection de confirmation en quelque sorte d'un choix qui se serait imposé naturellement. Aucun candidat n'écrase en quelque sorte le jeu et on est dans une primaire vraiment très ouverte à tout point de vue. Et de ce point de vue-là, la primaire de la droite nous a montré le rôle extrêmement fondateur finalement dans l'opinion des débats. On a bien vu les mouvements qui avaient été provoqués par ces débats. La seconde chose que nous a montré la primaire de la droite et qui me paraît valable pour cette primaire de la gauche, enfin primaire essentiellement socialiste, c'est le fait que quand une compétition a lieu dans un espace idéologique à peu près homogène,
avec des gens qui ont quand même gouverné ensemble, qui ont des divergences, mais qui n'ont pas de forte opposition. Ça se passe dans le même courant politique. Il est très facile pour les électeurs de passer d'un candidat à un autre. Donc des déplacements de voix très rapides, de pourcentage même, parce que les pourcentages... Sarkozy, puis Juppé, puis finalement Fillon et inversement, etc. Là, c'est très très facile, si vous voulez, le coût politique ou psychologique est très faible pour un électeur. Je crois que beaucoup de gens, ça fait tout l'intérêt du débat de ce soir et des deux qui vont suivre, vont faire effectivement leur choix, j'allais presque dire leur marché, en écoutant ces candidats. Toute dernière chose, comme l'a dit Jean Garrigue, ces débats sont intéressants en fait, parce que d'une part, et intéressent, on a vu qu'il y a des millions de gens qui regardent ça, malgré leur forme un peu fastidieuse, on a une opinion tellement politisée en fait en France, que beaucoup de gens sont prêts à s'astreindre à regarder cet exercice. Ouais. On va voir justement où en est aujourd'hui le rapport de force tel que nous le disent les derniers sondages. D'abord, sur les souhaits de victoire, c'est un sondage Elab Opinion pour BFM TV. Vous allez le voir, pour l'instant, c'est Manuel Valls qui continue de faire la course en tête. Alors là, on parle de souhaits de victoire, 31%, 24% pour Benoît Hamon et Arnaud Montebourg à égalité. Vincent Peillon, lui, loin derrière à 9%. Autre sondage paru un peu plus tôt cette semaine, Kantar Sofres pour RTL, Figaro et LCI. Là, vous le voyez, 36% pour Manuel Valls, 23% pour Arnaud Montebourg, 21% pour Benoît Hamon. Les hypothèses de second tour cette fois, eh bien, elles donnent un rapport de force inversé. Autrement dit, c'est Arnaud Montebourg qui est donné gagnant pour l'heure, 53 contre 47, confirmé d'ailleurs par un autre sondage paru la veille dans le journal du dimanche. Et puis, égalité parfaite, vous le voyez, entre Manuel Valls et Benoît Hamon. Philippe Baumel, votre candidat Arnaud Montebourg est dans une situation un peu particulière aujourd'hui. Sa qualification pour le second tour apparaît menacée par la progression dans les sondages de Benoît Hamon, mais en cas de second tour, c'est lui qui est donné gagnant. Alors est-ce qu'il faut le considérer comme le favori de ce scrutin ? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de confusion et qu'il faut se garder d'analyser de trop près les chiffres qui nous sont présentés parce que tout ça me paraît extrêmement fragile. Donc, nous-mêmes, nous ne claironnons pas sur ces résultats qui nous sont pourtant favorables. Je pense qu'il faut rester très calme, très prudent et je crois beaucoup à la validité des débats qui commencent ce soir parce que c'est à ce moment-là, évidemment, qu'un peuple qui est extraordinairement politique va se fixer un certain nombre d'idées et probablement que dans l'auditoire de ce soir, on va évidemment retrouver la majorité de ceux qui vont aller voter. Alors, évidemment, il y a aujourd'hui une dynamique qu'on sent quand même répéter. C'est ça, il y a une tendance qui semble marquer que la dynamique est plutôt à la gauche des candidats aujourd'hui qui se présentent et probablement quelque part entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, ou les deux additionnés, si on veut bien aller jusqu'au deuxième tour. C'est ce qu'on voit dans ces 53%. Parce que cette tendance se répète de sondage en sondage. Mais je reste très prudent, parce que je pense qu'à la faveur des débats, à la faveur des propositions, à la faveur des clarifications qui vont être faites, tout ça peut bouger beaucoup. Elsa Di Meo, les difficultés de Manuel Valls, on en parle beaucoup dans les médias, la presse s'en fait l'écho. Moi, là, je m'en fais l'écho. Il se trouve qu'il a quand même à la fois la contrainte de devoir présenter un projet et défendre un bilan. Or, c'est ce même bilan qui a quand même contraint François Hollande à renoncer. Est-ce que là, vous me passerez l'expression, le sombrero n'est pas un peu lourd à porter pour lui ? Je pense surtout que nous sommes aujourd'hui dans un moment de cristallisation où les électeurs, et moi mon baromètre c'est mon marché, c'est quand je vais distribuer des tracts de mobilisation pour la primaire, c'est aujourd'hui des Français qui commencent à peine à s'intéresser à la primaire et à se dire alors qu'est-ce que nous propose la gauche ? Et je crois que là où Manuel Valls aujourd'hui a la plus grande opportunité de confirmer les sondages que vous citiez qui quand même le donnent largement en tête, notamment au premier tour. Il y en a c'est en deux tours, attention quand même. Oui, mais moi je pense que le premier tour est une chose importante, y compris pour les dynamiques de deuxième tour. Les reports, quand même. Mais si vous me permettez, je vais essayer d'aller au bout de mon développement. D'abord et avant tout, c'est parce que le renoncement du président de la République a ouvert l'idée que rien n'était perdu et que rien n'était écrit. Mais ouvert aussi l'idée que ce bilan était dur à porter. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, ça dépend ce qu'on regarde, mais quand on regarde ce que pensent les Français des mesures qui ont été prises par ce gouvernement, au-delà de qui les incarne, il n'y a pas une opposition nette à ce qui a été fait par ce gouvernement. Après, vous disiez, le sujet aujourd'hui pour Manuel Valls, c'est d'être lui-même.
C'est d'être lui-même. C'est, en effet, moi je l'ai vu aujourd'hui, il est très serein de pouvoir expliquer ce que nous avons fait, la situation que nous a laissée la droite pour le pays et le nouveau temps qui est venu aujourd'hui pour aller plus loin, pour approfondir et pour faire en sorte que l'égalité soit une réalité. Donc honnêtement, moi je crois qu'aujourd'hui, Manuel Valls a non seulement tous les atouts, mais en plus est le seul à pouvoir réussir cela. Vous disiez le point d'équilibre. Aujourd'hui, le point d'équilibre en France, c'est un point d'équilibre des progressistes entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, et non pas entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, pour que la gauche soit au deuxième tour de cette élection et que rien ne soit écrit. Tout le monde veut agir, on va laisser Jean Garrigue peut-être, et puis ensuite... Oui, alors, bon, de manière objective, on peut dire que Manuel Valls, il y a un certain nombre de handicaps. Le handicap d'assumer un bilan. Alors, on a l'impression que Vincent Peillon voudrait aussi assumer ce bilan, mais enfin... Bon, c'est quand même lui qui a été le Premier ministre. Le deuxième handicap majeur, c'est qu'il a porté de manière très claire une alternative, un autre projet socialiste, qu'on pourrait qualifier de social-libéral ou de social-démocrate, une refondation de la social-démocratie. C'est un projet qui est assez clair et qui est clivant au sein de la famille de la gauche. Et le deuxième problème, à partir de ce clivage, c'est que évidemment cette ligne-là, et on le voit bien, elle l'isole, elle le distingue de ce que Benoît Hamon et Arnaud Montebourg ont l'intention, eux, de porter. Et le troisième élément, c'est que sur ce terrain, sur ce créneau du social-libéralisme, d'assumer un certain nombre de contraintes de la mondialisation et de l'européisation, eh bien, il y a Emmanuel Macron qui porte aussi ce type de modernité ou de progrès socialiste, parce que le terme de progrès, il faut le manier avec beaucoup de précaution, puisque ce sont tous des candidats de progrès. Et c'est très rare d'avoir un candidat à une élection qui ne plaide pas pour le progrès. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de handicaps et qu'au fond, c'est quand même une prise de risque pour lui, cette primaire. Il y a un certain courage à l'affronter. Il l'a voulu en même temps. Hein. Il l'a voulu, bien sûr, mais il ne pouvait pas faire autrement. Qu'un Premier ministre qui assume de vouloir changer le socialisme, il est obligé d'aller à la présidentielle à partir du moment où le président se défile. Jérôme Sainte-Marie. Oui, je voudrais nuancer un tout petit peu ce qui a été dit effectivement auparavant, parce que il y a quand même des fractures très profondes parmi les sympathisants de gauche, et ça avait d'ailleurs été théorisé par Manuel Valls, et malheureusement d'ailleurs un peu pour le Parti socialiste, c'est réel. Je rappelle d'après les sondages, en tout cas, que la moitié des sympathisants socialistes demeuraient opposés à la loi El Khomri, même en juin. Alors une majorité était favorable à ce qu'elle soit adoptée parce qu'il y avait trop de violence, etc., qui accompagnait la contestation. Mais sur le fond, il y avait bien une opposition. Genre, la crise, ce qui est très intéressant, c'est que, si je puis dire, c'est que la crise de la gauche, ou précisément des socialistes actuellement, n'est pas seulement une crise de résultats, ou l'usure du pouvoir, mais aussi une crise d'identité. Et cela a été très fortement accentué par la politique et le discours gouvernemental. Un des problèmes, ce problème-là ne touche pas seulement la candidature Valls, je suis obligé de le dire, dans la mesure où effectivement on a affaire en dehors de Manuel Valls à des gens qui peuvent se situer plus à gauche, mais qui sont quand même, qui ont été à plus ou moins longtemps ministres de ce gouvernement et qui ont parfois soutenu d'ailleurs le pacte de responsabilité qui a fracturé la gauche. Tant et si bien, et je finirai par là, que cette primaire est encore plus incertaine que celle de la droite, parce qu'elle ne rassemble pas précisément la gauche. Il y a aussi d'un côté des gens qui regardent vers Jean-Luc Mélenchon, de l'autre côté vers Emmanuel Macron, et on ne sait pas si ces gens-là vont pas finalement être intéressés par les débats et aller peser au sein même de la primaire. C'est pour ça que ces sondages actuellement sont vraiment tout à prendre de manière extraordinairement prudente. Une réponse. Et si vous me le permettez, d'ailleurs, je pense que quand on regarde très clairement les projections de l'ensemble des candidats sortant de la primaire dans le pays, on voit bien que Manuel Valls, aujourd'hui, fait moins les frais d'éventuelles remises en question que ce que peuvent l'être les autres candidats. Mais je crois que là, aujourd'hui, on est à la veille d'un débat. Les gens vont avoir à juger sur pièce les projets, les postures des candidats et ce qu'ils ont à défendre. Et en tout cas, nous souhaitons non pas nous adresser uniquement à l'entre-soi socialiste, mais bien à tous ceux qui demain voudraient s'opposer à la politique proposée par François Fillon et par l'extrême droite. Parce que c'est quand même une campagne vraiment en direction des électeurs socialistes qu'a mené Manuel Valls depuis sa déclaration. Je ne le crois pas. Moi, je crois que nous parlons propositions et son réalignement d'une certaine manière nous parlons dans le centre de gravité du Parti socialiste. Vraiment, c'est ce que je disais. Je ne crois pas. Je crois qu'il parle au cœur de l'électorat de gauche qui a évolué, qui, y compris, n'est pas
pas Au cœur brisé. aujourd'hui, en sortant de ce quinquennat, le même qu'en Bien entrant, sûr. parce que la France n'est pas la même, parce que les périls face auxquels est la France aujourd'hui et face auxquels Manuel Valls a eu à tenir bon, le terrorisme, d'ailleurs Manuel Valls et pas que lui, ont aujourd'hui posé des termes du débat qui sont différents. Et donc le débat dans lequel va se dérouler cette primaire pour la gauche, mais pas uniquement, pour l'ensemble du peuple de gauche, est beaucoup plus large que uniquement la loi travail. Philippe Baumel, je vais vous laisser répondre. Et puis peut-être une question aussi. Arnaud Montebourg avait appelé les électeurs de droite à se mobiliser aussi pour cette primaire du Parti socialiste et de ses alliés lorsque François Hollande était a priori le candidat. Est-ce qu'avec Manuel Valls, il tient toujours le même discours, c'est-à-dire d'inciter les électeurs de droite à se mobiliser? On n'organise Parce pas. qu'on sait quelle risque d'être l'issue si c'est le cas. Non, je pense que la gauche est assez fracturée comme ça, sans aller en plus y mêler un appel aux électeurs de droite. Non, je pense qu'il faut regarder la vérité, malheureusement, de ce qu'est l'état à la fois des électeurs socialistes et des électeurs de la gauche en général. Évidemment que ces primaires s'adressent à tous, pas uniquement à ceux qui restent dans le Parti socialiste, qui sont en vérité très peu nombreux par rapport à ce qu'ils étaient au début du quinquennat. Et ça aussi, c'est pas un hasard. Moins de 100 000 militants encartés. C'est que 5 ans après autant de rapports de force organisés, notamment par celui qui a théorisé quand même celui des gauches irréconciliables, C'est faux, eh vous le bien, savez c'est très lui bien. qui l'a dit. Il a répété, écoutez, je suis membre du groupe socialiste, je sais bien ce qu'il venait nous dire semaine après semaine à la tribune de ce groupe. Donc, il a organisé le donc ça rapport vous de donne le force fait d'être sur la loi membre Macron, il a organisé le rapport de force du sur la loi groupe socialiste, ça laisse ne vous donne Philippe pas plus de S'il vous plaît, légitimité. On laisse Philippe Baumel terminer. Le fait d'être Calmez-vous. député ne vous amène pas à Zaïmi, avoir on va plus de laisser légitimité. on va laisser Philippe Baumel terminer. On Et marché, ensuite, on va on peut reprendre. s'écouter. Donc, Moi, je Allez-y, ne allez-y, pas le allez-y. marché, monsieur. On peut se parler comme sur le marché entre camarades socialistes. C'est toujours mieux de ne pas s'interrompre. Pendant On va juste au laisser moins Philippe Baumel 3 ans, terminer. une majorité qui était déjà à la peine et qu'aujourd'hui, il n'est pas au carrefour des possibles pour rassembler la gauche. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut trouver aujourd'hui, et c'est ce que vont essayer de repérer ce soir un certain nombre d'auditeurs, c'est ils vont essayer de repérer celui qui va être en capacité de rassembler les morceaux épars de la gauche. Et Valls n'est pas à ce carrefour-là. Oui. Je pense que Montebourg est beaucoup plus en situation puisque Montebourg parle à tout le monde. Alors, on va reprendre exactement sur ce point-là d'ici 2 minutes. On doit marquer une courte pause. On se retrouve pour la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous.